Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 12, le récit choral. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Jones. C'est un très très vaste thème et dans la grande tradition de procrastination, on va le traiter en 15 minutes ou peut-être pas entièrement, mais en fait, on a déjà fait tout un épisode sur les fils et les arcs narratifs. Donc le choral, c'est les alternances de points de vue dans la narration, qui sont finalement des points de vue qui sont limités, puisque les états internes des personnages de chaque point de vue n'ont pas accès aux états internes des autres. L'œuvre là que tout le monde connaît de récente mémoire dans l'imaginaire, évidemment, c'est Game of Thrones. Nous sommes tous les trois coupables de la forme aussi dans nos propres travails, et en plus, Mélanie, à travers la traduction, tu as accès aux péchés coupables des autres. Donc on va causer ici de la manière dont on va finalement gérer ces alternances de points de vue, c'est-à-dire cette forme chorale qui est vraiment spécifique. Pour moi, je pense que les deux points principaux auxquels il faut penser, c'est que finalement c'est N fils narratifs, c'est N histoires qui correspondent à autant de points de vue, qui doivent être solides individuellement, puisque sinon quelque part pourquoi les mettre, mais ça fonctionne comme des pièces de puzzle, c'est-à-dire que une pièce de puzzle ça fonctionne pas tout seul, ça serait un petit peu idiot, et de la même façon la fil narratif individuel du point de vue ne fonctionne que parce qu'en fait il se rattache à quelque chose de plus large, le tout est plus que la somme des parties, où on a ces histoires, ces N histoires individuelles qui se greffent les unes les autres, qui sont toutes rattachées à quelque chose d'un ordre supérieur, et c'est justement les éclairages alternés et les événements alternés qui vont donner justement une histoire ensemble et plus vaste. Donc il y a à la fois le fait que ces histoires individuellement vont fonctionner en tant que telles, mais en même temps, et c'est ça la forme et la force et aussi l'exigence du choral, ça se rattache à quelque chose de plus vaste, et ce quelque chose de plus vaste doit fonctionner. Oui, je pense que Lionel a rappelé l'essentiel. Sur le choral, ce qu'il y a, c'est que c'est super ludique, d'abord, pour moi. Ouais. Voilà, on est d'accord, je pense, là-dessus. Le choral, c'est super ludique. Parce qu'en fait, quand on est dans un roman, surtout dans un gros roman, et qu'on n'a qu'un seul point de vue, soit à première, deuxième, troisième personne, on reste dedans. Et par moment, mine de rien, pour rebooster un peu le roman, pour redonner un second souffle, c'est pas forcément facile. Ça, c'est une des limites de la première personne dans un seul point de vue, par exemple. Alors que l'avantage du choral, c'est que quand on a passé un petit peu de temps avec un personnage, qu'on est arrivé à un bon point de suspense, et ben pouf, on passe à une autre histoire. Donc ça, c'est très cool. Après, faut pas s'en mêler avec les histoires. Il faut faire attention à ce que la temporalité soit les mêmes pour tout le monde. Ça, on en avait déjà parlé. Donc, il y a tout genre de choses. Mais le premier truc, c'est l'aspect ludique du roman choral. Et comment aussi, disons, évidemment, il faut que tous les personnages participent à la même histoire. Après, pour moi, il y a un plan qu'on néglige parfois dans le roman choral qui est le plan symbolique. Et par exemple, vous avez deux visions d'envisager, en fait, l'utilité, en quelque sorte, de vos personnages. Justement, vous pouvez avoir une vision très utilitariste, c'est-à-dire un roman choral où tous les personnages vont avoir une action qui participe à la grande action générale. Et par exemple, tous les personnages vont avoir une action qui, si vous l'enlevez, donc rendra la résolution impossible. Donc ça, c'est souvent comme ça qu'on voit les choses de manière classique. C'est-à-dire, encore une fois, chaque personnage apporte sa petite pierre à l'édifice. C'est un peu un jeu de Mikado. Et simplement, si vous enlevez un personnage, pouf, l'édifice tombe. Après, pareil, ça dépend toujours quel genre de livre vous voulez faire. Mais moi, quelque chose qui m'intéresse de plus en plus dans le roman choral, c'est surtout comment chaque personnage apporte sa pièce à l'édifice symbolique du livre. C'est-à-dire, chaque personnage va amener une couleur, donc une variation, une interrogation symbolique par rapport au thème général ou aux thèmes généraux, si vous en tracez plusieurs, de votre histoire. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un personnage qui n'a pas d'utilité première au niveau de l'action, mais qui va avoir une utilité symbolique forte, une résonance symbolique forte, et de permettre quelque part cette bouffée d'oxygène dans le monde du roman choral, je trouve ça cool. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore trop abordé, donc j'ai un peu cherché aussi, oui, parce qu'on n'avait pas forcément abordé. Voilà. Et Lionel va vous dire plein de trucs techniques super intéressants, donc c'est pour ça que je vais lui laisser la parole après. Bon, alors si je vais voir sur les trucs techniques, non, je suis entièrement d'accord avec la symbolique et la couleur, et c'est vachement intéressant, et tous les points de vue n'ont pas non plus vocation à avoir exactement la même
place et la même taille dans le roman. Il peut y avoir quelques points de vue très forts qui portent les choses et d'autres qui sont plus saupoudrés à partir du moment où, encore une fois, c'est cohérent et où ça tient debout. C'est pas du tout un problème. Et au contraire, ça peut presque tenir du petit interlude qui peut être très sympa et donner aussi un autre genre de perspective. Sur les trucs techniques, le premier truc, je pense, qui est malheureusement, je peux en témoigner, c'est que le premier truc qu'il faut considérer quand on fait du choral, c'est que le volume explose, la longueur explose, parce que au lieu d'avoir un personnage qu'on suit avec un ensemble d'états intérieurs, de décors, etc., on multiplie ça par autant de personnages que de points de vue, et même à la rigueur, au bout d'un moment, ça devient exponentiel, parce qu'en fait, il y a aussi toutes les relations des uns avec les autres. C'est-à-dire que c'est la même difficulté que quand on augmente la taille des personnages, sauf qu'en plus, on rajoute tous les points de vue. Donc ça explose, et j'en suis l'exemple vivant pour en parler. La deuxième chose, c'est que, Estelle, tu l'as rappelé, il faut faire gaffe à la temporalité, et en fait, par défaut, on peut avoir tendance à considérer que l'action avance constamment, c'est un peu la base. Le personnage A fait un truc, on passe au personnage B. Le pacte de lecture inconscient, souvent, c'est que l'action de B se passe après A. Et ça entraîne deux difficultés, c'est que ça rend la simultanéité difficile. C'est pas pour dire du coup qu'on ne peut pas le faire, mais à ce moment-là, il va falloir être rusé pour placer des marqueurs temporels ou pour donner à montrer que ça se place en même temps. Et le deuxième risque plus courant, B, il aura certainement vécu des trucs pendant A. Et du coup, on risque de tomber sur des difficultés dans une nécessité de surexposition dans B, et on va fréquemment tomber dans ce que personnellement j'appelle la construction d'un ellipse, c'est-à-dire B part pour faire un truc trop cool, parce qu'en fait 3 jours avant il a fait ça, et 2 jours avant il avait fait ça, et 1 jour avant il avait fait ça. Et en fait ça donne un peu un effet d'arrêt, et c'est un peu dommage parce qu'en fait on a B va faire un truc trop cool, et en fait on a 2 pages en fait où on raconte ce qui s'est passé avant pendant que A faisait son autre truc à lui. C'est pas pour dire qu'on ne peut jamais le faire, hein, ça se fait, mais ça peut devenir un peu un cliché. Du coup, si c'est trop utilisé, ça peut lasser un petit peu. Donc attention à ce truc-là. On peut tout à fait gagner à dire B fait ça, 1 jour après il fait ça, 1 jour après il fait ça, et après maintenant il arrive au truc trop cool. Ça fait une petite entrée en matière. Ça marche bien aussi, en fait. Puisque on a vu A faire son truc, on se remet dans les chaussures de B pour voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est pas forcément un mal. Et encore une fois, on peut faire de la construction d'un ellipse. Attention juste à l'abus, parce que ça peut être une facilité. C'est très facile à faire. Ça aide beaucoup. Mais justement, il vaut mieux la réserver pour les moments où vraiment on est dans la panade et qu'on a besoin de cette technique-là pour se dépanner. Et le dernier truc, c'est que les redites ont leur place. Souvent, on dit oui, il faut pas redire les trucs parce que ça fait double emploi. C'est vrai, c'est juste, mais comme on est dans des récits qui en général sont complexes, puisqu'on a plusieurs points de vue, plusieurs états d'esprit, plusieurs décors, plusieurs ensembles de personnages autour de ces points de vue-là, c'est pas forcément un mal de rappeler que, ah oui, le personnage tertiaire, là-bas, j'en sais rien, c'est l'écuyer, de trucs. Ça mange pas de pain de faire un peu de rappel comme ça. Et aussi, de temps en temps, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a tendance à dire, mais c'est des endroits où le tel, par rapport au show, peut avoir sa place, dans certains cas. Notamment, par exemple, quand on a, mettons 3 personnages point de vue dans le choral qui assistent à la même action qu'on a vu du point de vue de l'un. Si A, B et C ont participé au même truc et que B doit raconter le truc à D, on peut largement tolérer du tel sur un événement qu'on a vu, parce que le lecteur, il l'a vu. Et donc, on peut largement résumer rapidement en disant « Et il lui raconta tout ce qui s'était passé à la bataille de trucs ». C'est pas un problème, parce que le lecteur l'a vu. Je dirais c'est donc les 3 trucs. Le tel a sa place quand c'est des choses qu'on a déjà vues, mais que dans la narration, les personnages ne savent pas. Mais le lecteur y a accédé. Inversement, certains petits rappels au décor, ça a du sens. Attention à la construction d'un ellipse. Attention au volume qui explose. Juste sur 2 trucs. Il y a un équilibre à trouver, en fait, dans le roman choral entre avoir un rythme un peu similaire pour tous les personnages, c'est-à-dire, grosso modo, ils sont tous en train de faire des actions au même rythme, donc ça se tresse très bien, mais ça peut être artificiel, et avoir un perso qui ne fait rien pendant 3 mois alors que les autres enchaînent les aventures, et là, on a l'impression qu'il va disparaître. Donc, c'est parfois difficile de trouver un équilibre entre ça, ça fait partie des enjeux du roman choral. Et ça, pour moi, on peut pas le trouver en amont du synopsis ou de l'écriture, en fait. Faut le gérer au moment du livre. Oui, et c'est l'enfer pour les architectes. Pardon. Oui, aussi. Voilà. Et ça demande. Alors, le roman choral va vous demander beaucoup de réécriture en général, beaucoup. Voilà. Et ensuite, le roman choral, il y a grosso modo 2 grandes
tendance dans ce qui va se passer dans votre livre. Il y a des personnages qui vont vivre des aventures différentes au même moment, plus ou moins. C'est-à-dire, par exemple, B est en train d'aller tabasser le roi sorcier du Nord, pendant que, pendant ce temps-là, A essaye de survivre aux intrigues de la cour du Sud. Où il peut y avoir, c'est moins évident, c'est pas à ça qu'on va penser en premier, mais moi je trouve que c'est super intéressant, un gros événement, genre c'est le grand bal de la cour du Sud, et on va avoir le point de vue et ce que chaque personnage va vivre dans ce grand bal, et on va jouer par exemple sur un personnage qui sait un truc, et le lecteur va le savoir avec ce personnage, mais va l'ignorer quand on va repasser à l'autre, où on a vu donc le grand bal vu du point de vue de B, le gentil cordonnier invité pour la première fois, qui voit tout avec des grands yeux pleins d'étoiles, et après on va voir le même bal du point de vue de C, donc la garde du corps qui fera tout pour protéger la princesse, et qui en fait est en train de manipuler le cordonnier, mais nous on l'a vu juste être heureux, et il savait pas. Voilà. Et on peut avoir aussi donc le même événement vu de plusieurs points de vue, et ça, on n'y pense pas forcément et c'est cool. Et enfin, sur l'inflation du roman choral, oui, elle existe. Deux choses, par moment aussi, peut y avoir des relatives ellipses. Tout événement n'a pas à être autant développé que le précédent. Ça, faut savoir quand en jouer parce que sinon, au bout d'un moment, votre lecteur, il va être en surdose, en fait, d'événements, d'infos, de tout. Donc, par moment, laissez-le un peu respirer, quoi. Et par moment aussi, notamment au niveau du synopsis, par moment, savoir quand deux personnages sont redondants, tant au niveau des aventures, de la symbolique et tout, et peut-être dans ce cas-là, de deux personnages n'en faire qu'un. C'est un truc de scénariste pas mal utile, justement dans le scénario de ciné où on a moins de place, mais ça peut aussi servir dans le roman choral. Par moment, oui, il y a des personnages pas forcément à sacrifier, mais en tout cas, on en prend deux, on les morfond en un, quoi. Alors, je vais juste rebondir sur ce que disait très justement Estelle sur le fait d'avoir différents points de vue sur un même événement. Alors ça, j'ai jamais écrit. Par contre, j'ai traduit l'exemple parfait, qui est presque exactement ce qu'elle décrit. Les archives de Rochard de Brandon Sanderson, où j'ai passé quelques années de ma vie, commencent par un prologue. Chaque tome commence par un prologue qui raconte le même événement, l'assassinat d'un roi, au cours d'une fête donnée pour la signature d'un traité. Sauf qu'au début de chaque livre, on a le point de vue d'un nouveau personnage sur cet événement. Et à chaque fois, le nouvel éclairage va amener des autres éléments de mystère, des réponses à des questions, parce qu'on progresse dans les différents enjeux liés au personnage et à l'univers de manière générale. Et ça passe entièrement par, cet événement, on l'a vu cet angle-là, mais pendant que telle personne faisait ça, telle autre personne était dans le couloir d'à côté en train de vivre complètement autre chose. Et tout ça se déroule en même temps, les personnages se croisent par moments. Il y a des phrases, des bouts de dialogue qui sont repris littéralement d'une version à l'autre. Et moi, c'est ce que je trouve, en tant que lectrice et traductrice, parce que je le pratique peu dans l'écriture, c'est l'aspect que je trouve extrêmement ludique dans le roman choral. C'est justement le jeu sur les points de vue, le fait qu'on puisse même avoir des contradictions des fois. On peut avoir deux personnages qui racontent la même chose, mais étrangement, c'est pas du tout la même chose qui transparaît, soit parce que les personnages l'ont perçu différemment, soit parce qu'il y a une raison profonde dans l'intrigue à ce que les personnages n'aient pas vécu de la même manière. Soit un personnage ment, soit un personnage se trompe, il y a plein de possibilités. Mais ça ouvre justement à des jeux avec les attentes du lecteur qui peuvent être fabuleuses. Donc, je peux pas tellement vous parler de l'écriture du truc, mais en tant que lectrice, c'est fabuleux. Petite citation pour terminer. Chaque personnage devrait vouloir quelque chose, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Kurt Vonnegut, c'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.